Bonjour à tous, chers parents, futurs parents, chers grands-parents, chers amis du Sénégal, chers amis d'ailleurs. Bienvenue dans ce 8e numéro de l'éducation selon Mariem et Aïda, enregistré depuis le groupe scolaire Mariem et Aïda à Dakar. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, quel est le thème d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la question que nous allons nous poser, c'est est-il possible d'éduquer sans violence? La question rituelle, pourquoi ce thème? Eh bien parce que la question doit se poser souvent au sein des familles, tout simplement parce qu'ils sont face à des enfants qui parfois sont indisciplinés, parfois rétifs, et qu'on se dit que peut-être que la violence pourrait régler le problème. Et donc, il s'agit vraiment de se demander, est-ce que c'est vrai? Alors, ceux qui ont l'habitude de nous écouter le savent déjà. Ceux qui viennent d'arriver, bienvenue, et vous allez le savoir maintenant. Nous aimons bien, dans cette émission, donner des définitions. C'est pour ça, Mariam, je vais quand même te demander, qu'est-ce que tu entends par la violence? C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Oui, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a des personnes qui se montrent violentes sans le savoir. Par exemple, dès qu'on parle de violence, tout le monde va penser à des coups, évidemment. Donc, et il y a dans certaines familles, les coups sont complètement prohibés, et pourtant, il y a de la violence sans qu'on s'en rende vraiment compte. Évidemment, frapper un enfant, donc ça, c'est une forme de violence qui est très évidente, mais menacer un enfant est également une forme de violence. Menacer de le frapper est une forme de violence puisque ça va générer chez l'enfant en fait de la peur, et donc ça et et il va avoir des manifestations de frustration liées à la peur d'être victime de violence. Il y a également les cris qui sont des manifestations de violence, les insultes sont des manifestations de violence, et souvent on voit bien, on entend autour de nous des adultes qui non seulement crient sur les enfants, mais vont aussi les insulter, les injurier, parfois sans même s'en rendre compte, au point où les enfants vont d'ailleurs un petit peu copier ce que disent les adultes, et c'est seulement quand ça sort de la bouche de l'enfant qu'on va se rendre compte que tiens, j'ai dû dire ça, puisque l'enfant copie, quoique parfois certains parents ne vont même pas se rendre compte que c'est eux qui le disent, et ils vont même s'imaginer que l'enfant l'aura entendu ailleurs. Et évidemment, les punitions trop fortes sont des punitions qui peuvent aussi, comment dire, être parfois trop violentes, même si ce ne sont pas forcément des punitions qui sont liées à comment dire, à une atteinte corporelle à l'enfant. Alors, Mariam, nous le savons tous, hein, ceux qui nous écoutent doivent se dire que c'est quand même un peu difficile. Éduquer, c'est difficile. Et donc, quand on éduque, on discipline. Mais les enfants sont comme ils sont. J'aimerais bien que tu nous dises comment il est possible de discipliner un enfant avec zéro violence, comme tu le préconises. Et je suis d'accord avec toi. La violence, ce n'est pas bon pour les enfants, ni pour personne d'ailleurs. Mais comment faire? Alors, en fait, d'abord, je crois qu'il faut un petit peu casser le vieux mythe qui est que éduquer, c'est discipliner. Parce que il y a dans éduquer, et nous en avons parlé dans notre toute première émission, euh, éduquer, c'est guider, éduquer, c'est aimer, éduquer, c'est parler, éduquer, c'est écouter, C'est enseigner. éduquer, c'est enseigner, exactement, c'est montrer l'exemple. Mhm. Et donc, il est évident que lorsqu'on s'imagine que éduquer, ce n'est que discipliner, c'est normal forcément que on soit trop dur en fait, et que qu'on ne pense qu'à des solutions, on va dire violentes pour discipliner et éduquer les enfants. Alors que justement, il est important de savoir que 95% du discours éducatif devrait être, voire 99,9% du discours éducatif devrait être dénué de toute discipline. Et ça ne veut, quand je dis que dénué de discipline, ça ne veut pas dire dénué de règles. Il faut vraiment faire la différence entre les règles et la discipline, puisque en fait, bien sûr, l'enfant, on va lui apprendre, on va lui enseigner des règles. On va lui montrer, par exemple, les règles basiques de la politesse. Quand on entre dans une pièce, on va saluer les personnes qui sont là. Ça, c'est une règle, par exemple. Lorsque on part, on s'en va, on va dire au revoir. Lorsqu'on arrive dans un endroit où il faut enlever ses chaussures, on les enlève, etc. Donc ça, ce sont des règles de vie, des règles de bienséance qu'on va enseigner aux enfants. Et ce n'est pas forcément, ça ne s'appelle pas de la discipline. On en arrive à discipliner quand, après on va dire, maints efforts et maintes répétitions, l'enfant ne va pas du tout appliquer ce qu'on lui dit, ou encore va se montrer très rebelle, etc. Et qu'on aura, même après ça, essayé beaucoup d'autres choses,
qu'on développera plus tard, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de discipline. Et la meilleure façon de discipliner un enfant, c'est de le punir. Sachant que Mariem, tous ceux qui te connaissent, qui t'écoutent, qui connaissent un peu ta façon de penser par rapport à l'éducation en tout cas, qui nous écoutaient avant, savent très bien que tu préconises de parler aux enfants quand ils sont très très jeunes. Donc quand ils sont bébés, quand ils ont 1 an, quand ils sont 2 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te demandent mais qu'est-ce qu'ils vont comprendre ce que je vais dire? Tu leur dis toujours parlez-leur, ils comprennent tout. Donc j'imagine que tout cet enseignement dont tu parles, cette guidance dont tu parles, lorsqu'elle commence très tôt, on n'aura peut-être pas besoin de discipliner tant que ça. Oui, d'autant plus que les enfants réagissent aussi à l'exemple qu'on leur donne et reproduisent aussi des schémas familiaux. Et donc, parfois, lorsque l'ambiance familiale est calme et que l'ambiance familiale est plutôt paisible et qu'on est dans une famille qui privilégie effectivement la parole et la communication, eh bien, on va voir qu'il y a beaucoup moins d'enfants rebelles et rétifs dans ces familles-là que dans des familles où peut-être on est beaucoup plus prompt justement à frapper, à crier, à menacer, à punir, sans laisser d'espace d'expression ou d'écoute aux enfants. Alors, tu parlais donc de punition à la place de la violence, de discipliner ou d'éduquer, en tout cas en punissant. Peux-tu nous donner quelques exemples de punitions que l'on pourrait infliger aux enfants pour qu'ils soient un peu plus sages? Bon, alors, je vais parler de types de punitions parce que les exemples de punition, peut-être que les parents pourront les déduire eux-mêmes, parce que l'exemple dépend de l'enfant. Mais la meilleure punition qu'on puisse infliger à un enfant, c'est de le priver de quelque chose qu'il aime. Donc évidemment, dans la privation, il faut bien en s'entendre sur le fait qu'on ne va pas priver l'enfant de ses droits. Donc l'enfant a le droit d'être éduqué, donc c'est-à-dire d'aller à l'école. On ne va pas le priver de ça. L'enfant a le droit au loisir. On ne peut pas vraiment le priver totalement de ça. L'enfant a le droit de manger à sa faim, de boire pour étancher sa soif. On ne peut pas le priver de ça, sinon ce sont des actes de torture. Donc, il ne faut pas priver les enfants de leurs droits et de tout ce qui en fait qui contribue à leur bien-être et à leur bien-être physique, mais aussi psychique. Donc, il ne faut pas non plus faire subir aux enfants. C'est que tout à l'heure on parlait justement de punitions trop fortes, mais aussi de menaces qui vont trop loin. Par exemple, un enfant qui a très très peur du noir, le menacer de l'enfermer dans une pièce sombre et de l'y oublier pendant plusieurs heures, c'est une menace qui est vraiment trop forte, qui va chercher trop loin. Et ce sont des actes en fait de torture psychologique. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut absolument éviter. Mais en revanche, un enfant qui aime bien jouer aux jeux vidéo, qui a le droit d'y jouer par exemple tous les samedis, on peut très bien lui dire, bah, ce samedi, tu joueras pas à ton jeu vidéo. Et donc là, et expliquer évidemment pourquoi est-ce que on en arrive là. Une punition pour qu'elle soit efficace, pour que cette privation soit efficace, il faut qu'elle tombe exactement au moment où l'enfant a fait la bêtise. Si on lui donne des punitions une semaine après en disant oui, alors j'ai réfléchi, la dernière fois tu as très mal agi et finalement je décide de te punir, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Il faut que ce soit immédiat. Et pour que la punition ait de l'effet, il faut également éviter de menacer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire attention, hein, si tu continues comme ça, je te priverai de jeux vidéo. Il faut immédiatement le priver de jeux vidéo. Donc ça tombe comme un coup près, l'enfant ne s'y attend pas et ça va être quelque chose de relativement efficace. Il ne faut pas menacer parce que quand on menace trop, eh bien, il arrive aussi qu'en tant que parent, par exemple, imaginez, vous dites à votre enfant, ah ben, puisque tu te comportes comme ça, si tu continues comme ça, tu n'iras pas à l'invitation qu'on t'a donnée samedi. Et samedi arrive et là vous vous sentez coupable de l'avoir privé de cette invitation. Entre-temps, l'enfant s'est peut-être un peu assagi et là vous dites allez, on va lever la punition, il n'a qu'à aller à l'anniversaire, mais attention, hein, c'est exceptionnel. La prochaine fois tu vas voir, je ne te permettrai pas d'y aller. Là c'est moins exceptionnel. Là c'est fini, vous venez de tuer l'efficacité de vos punitions et de vos paroles, hein, parce que
Du coup, l'enfant va se dire qu'il y a toujours une manière de s'en sortir, il y aura toujours une façon de négocier pour s'en sortir, et donc en fait la punition n'aura plus beaucoup d'effet. Sachant que Donc les enfants sont très manipulateurs. Ils exactement. connaissent leurs parents aussi bien que les parents les connaissent. Exactement. Donc, ce Mhm. qui veut dire que vraiment, c'est pour ça que je conseille aux parents d'avoir en tête une petite, je veux dire, une petite liste de punitions possibles qu'ils peuvent assumer, donc sur lesquelles ils Mhm. reviendront pas sûrs et certains, et que cette, voilà, comme ça, quand dès que l'enfant fait quelque chose, bam, la punition peut tomber. Il faut éviter de punir les enfants parce qu'ils ont eu de mauvaises notes à l'école. Là, c'est vraiment parce que c'est la double peine en fait. La note est déjà une punition en soi. On a une mauvaise note, personne n'a envie d'avoir une mauvaise note. Donc, il faut valoriser le travail bien fait, mais il ne faut pas punir un enfant parce qu'il a une mauvaise note. Il faut au contraire essayer de comprendre avec lui, essayer de décortiquer, essayer de déconstruire, etc., pour lui permettre de mieux performer la prochaine fois, mais certainement pas de le punir pour cette raison-là. Donc je pense que les vraies bonnes raisons d'une punition, c'est encore une fois un enfant qui refuse d'obéir, mais sur une question qui a été abordée, Mhm. réabordée 1000 fois, expliquée, etc. Et quand on arrive dans la zone de test, parce que les enfants Mhm. testent les parents, donc c'est-à-dire qu'ils ont compris, hein, ils savent pourquoi on leur interdit telle chose, mais ils veulent voir jusqu'où va aller cet interdit et les conséquences comment dire, du fait qu'ils vont braver l'interdit et ne pas faire ce qu'on leur demande. Ils veulent savoir en fait, est-ce que le parent, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que le ciel va se séparer en deux et quelque chose va en sortir? Donc voilà, À la limite même tester la punition elle-même. mais Hein. exactement. Mhm. Donc ils veulent savoir et en fait il faut pas. Voilà pourquoi il ne faut pas entrer d'ailleurs dans un bras de fer avec les enfants. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas menacer, qu'il faut tout de suite aller à la punition, qu'il ne faut pas entrer dans la zone de négociation. Ça, c'est vraiment la zone piège pour Il les faut qu'ils parents. sachent qui est le patron. Voilà, il n'y a Exactement. pas à Voilà. Donc, discuter. dès qu'on est Mhm. dans la zone de négociation, l'enfant a gagné en fait. L'enfant est il a gagné. Donc parce que souvent dans cette zone de négociation, l'enfant gagne. Mhm. Et donc il faut vraiment aller au coup près et savoir que voilà, on est en train d'être testé, donc il faut résister à toutes les tentations de laisser l'enfant gagner remporter cette bataille. Alors, il faut pas oublier également, Mariem, que les punitions en question, comme tu dis, si on ne peut pas donner d'exemple, on parle de type de punition, parce que on adapte également la punition au caractère de l'enfant, à Mhm, la personnalité de l'enfant. mhm, C'est pas toutes les punitions, tous les types de punitions qui marchent sur tous les mhm. enfants. Ça dépend vraiment comment l'enfant réagit, et ça, en général, on l'apprend avec l'expérience, on le voit et on s'adapte très bien. Mhm. Mais j'ajouterais quand même que il faut éviter les punitions qui humilient les enfants. Oui, Parce que parfois c'est les vrai. parents Même connaissent. quand ils sont tout seuls. Voilà, parce que parfois les parents connaissent si bien leurs enfants qu'ils Mhm. savent que s'ils font une chose très particulière, ça va être tellement humiliant pour l'enfant qu'ils se disent que ah bah comme ça il va retenir la leçon et du coup il refera pas. Alors que l'humiliation s'efface pas. Exactement. Et ça peut être extrêmement Mhm. Contre-productif. mais oui, et puis ça peut amener à des conséquences qui vont marquer l'enfant jusqu'au bout de sa vie, en C'est fait. vrai. C'est-à-dire, l'humiliation, c'est vraiment quelque chose qui marque les individus Absolument. de manière très Surtout profonde. venant d'un parent. Voilà, par exemple, imaginez un enfant qui fait tout le temps pipi partout où il Mhm. va, et à un moment donné, on comprend qu'il le fait exprès parce que bon, ça l'amuse, Mhm. etc. Mais alors, imaginez que cet enfant n'aime pas évidemment peut-être être exposé et qu'on raconte à tout va, il fait pipi partout, il est sale, etc. Et que les parents jouent là-dessus et le racontent et que et qu'il se soit devant une assemblée qui se moque de lui, ça peut être quelque chose d'extrêmement traumatisant. Donc, il faut essayer de régler les problèmes, comme le dit l'adage et la sagesse populaire, en famille. Donc, comme on dit, Mhm. le linge sale se lave en famille. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir des punitions qui n'exposent pas l'enfant aux colibés, aux moqueries et à l'humiliation. D'ailleurs, en parlant de ça, je retiens toujours une phrase que tu dis tout le temps, quand tu dis que, en fait, certaines punitions sont telles que l'enfant ne se rappelle même plus pourquoi il a été puni. Mm, Il ne retient que la forme de mm, la punition. mm, Et du coup, c'est contre-productif parce que c'était tellement soit humiliant, soit violent, soit mm, que l'enfant ne retient que cette violence-là, tout que à cette fait. humiliation-là, et ne la lie plus à un moment donné Voilà, au pourquoi de exactement. cette Voilà. punition. Alors, Mariam, ce que je vais te demander, évidemment, c'est aussi une des questions rituelles de cette émission. À partir de quel âge Mm, peut-on commencer à punir les enfants? Parce que leur visage de chérubin
nos petits, ils ont parfois des visages d'anges, là je Oui. parle un peu des tout petits, etc., qui font que quand on punit un enfant, on a quand même mal. Oui. On punit un enfant, on a mal, et on n'a pas envie. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que parfois on revient même sur une menace de punition, etc. et tout, mais il faut se faire justement violence, sans mauvais jeu de mots, Oui, c'est ça. pour pouvoir les punir. Donc, à partir de quel âge doit-on commencer à punir les enfants? Bon, il faut dire que, a priori, je dirais à partir de l'âge de 3 ans, parce que c'est un âge où l'enfant comprend un grand maximum des règles qu'on lui impose, est tout à fait capable de les appliquer, et qu'il commence déjà, en fait, à affirmer sa personnalité, et à essayer peut-être déjà de s'imposer autrement. Avant cet âge-là, on est plus dans l'instinct, dans des réactions plutôt instinctives, alors qu'à partir de 3 ans, on est plutôt dans des réactions beaucoup plus réfléchies et avec un petit peu plus de préméditation. Mais ça dépend des enfants. Il y a des enfants très précoces et il y a des enfants qui, à 3 ans, n'en sont pas du tout là. Donc, il faut le comprendre aussi. Il faut l'adapter aussi. Il faut s'adapter parce qu'il y a des enfants qui sont, voilà, qui à 3 ans réagissent presque comme un enfant de 2 ans. Donc, quand le vocabulaire est bien développé, quand les enfants commencent à vraiment, c'est-à-dire on bascule dans la zone où on peut être puni quand on a un vocabulaire qui dépasse les 500 mots. Donc c'est là vraiment l'enfant, voilà, il fait des phrases de plus de 5 mots. Il exprime des opinions. Donc les enfants, là on sent qu'ils ont la maturité. Ils expriment des préférences. De façon très claire, ils arrivent même à expliquer pourquoi ils aiment ça plutôt que ça, etc. Là, on est très clairement dans une phase où il est tout à fait possible de commencer à punir. Alors, je vais un peu te ramener en arrière dans tout ce que tu nous as dit, que j'ai retenu et qui m'interpelle un peu, puisque la phrase du jour, je pense, c'est qu'éduquer, ce n'est pas forcément discipliner. C'est bien ça? Donc, comment, Mariem, peut-on faire pour que les enfants soient sages, soient coopératifs, acceptent ce qu'on veut leur inculquer, sans vraiment parler de discipline? Bon, déjà, on va casser le mythe de l'enfant sage. Un enfant, c'est pas sage. Donc, Mais écoute, oui. je vais t'apporter de l'eau à ton moulin. J'ai écouté la dernière fois une interview de Michelle Obama qui expliquait que il faut bien comprendre que jusqu'à un certain âge, les enfants sont des terroristes. Voilà. Non, mais je pense que le terme est vraiment bien choisi. C'est ça. Il faut l'accepter en tant que parent. Les enfants font des bêtises et les enfants s'éduquent aussi par les bêtises qu'ils font. Ils se rendent compte que voilà, on leur a dit qu'il fallait pas se balancer sur la chaise, bah ils se balancent sur la chaise, ils tombent. Donc et ça leur apprend en fait les lois de la gravité un peu durement, mais c'est comme ça. Donc les enfants font des bêtises, nous le savons tous. Quand nos enfants arrêtent de faire des bêtises, on est inquiet, on les amène à l'hôpital, on prend leur température, on se dit ils sont malades. Donc ça veut dire qu'on sait très bien qu'en fait ça fait partie de l'ADN de l'enfant que de faire des bêtises. Donc on ne peut pas être tout le temps constamment en train de les punir. Et donc il faut utiliser ces bêtises qu'ils font aussi pendant un certain temps pour leur apprendre, pour leur expliquer. Bien tu sûr. vois, là t'as fait ça et c'est pas bien et ça a eu telle conséquence. Donc on peut pas être tout de suite dans la punition. On peut pas être tout de suite vraiment dans la discipline. On commence d'abord par une phrase assez longue d'ailleurs, parce que je disais qu'on peut commencer à punir à 3 ans, mais ça va être des punitions extrêmement légères. Et après, on va peut-être aller, on va prononcer un petit peu plus les punitions, mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est que éduquer, c'est parler. Éduquer, c'est montrer aussi l'exemple. Donc nous-mêmes, en tant que parents, on doit avoir un bon comportement. Et souvent, les parents ont de mauvais comportements. Quand on les regarde bien, et s'ils ont suffisamment de recul sur eux-mêmes pour s'observer, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas très sages quand ils sont au volant de leur voiture, ils font n'importe quoi, ils s'invectivent entre automobilistes, ils vont crier sur leur personnel de maison, ce qui n'est pas forcément la meilleure des manières de traiter les personnes. Ils vont, avoir des relations un peu difficiles avec les uns et les autres. Et ça, les enfants sont pas aveugles ni sourds. Ils le voient.
ils voient les comportements de leurs parents et en fait, ils les copient. Donc, un enfant qui crie, bah, c'est parce qu'il est sûrement dans un environnement où ça crie beaucoup. Un enfant qui insulte, c'est la même chose, etc. Donc, il faut d'abord être soi-même exemplaire. Et les enfants sont les miroirs des parents. Donc, quand on a un enfant qui se comporte d'une certaine façon, bah, il faut se poser la question, ah ben, est-ce que je ne parle pas comme ça? Est-ce que je ne suis pas comme ça? Et ne pas Et toujours accuser les autres, parce qu'il y a des parents qui se disent exactement. toujours, ça doit être la nounou, ça doit être L'école. le voisin, ça doit être l'école, Mhm, ça doit être quand je l'ai déposé je ne sais où, alors que en fait, même lorsqu'on est au téléphone, qu'on parle à mhm. quelqu'un, en parlant de quelqu'un d'autre, etc., et tous les enfants, ils entendent ça, et c'est des comportements qu'ils vont certainement répéter. Et les enfants sont des éponges. Oui. Donc les enfants entendent et absorbent. Et ensuite, ils restituent. Oui. Et donc, il faut déjà savoir se remettre en question et se dire donc déjà, c'est normal de ne pas avoir un enfant sage. C'est normal que l'enfant teste, fasse des bêtises, etc. Et ensuite, il est important maintenant, au-delà de lui montrer le bon exemple, de lui parler en permanence, de lui citer de bons exemples, de l'écouter aussi, de l'interroger sur son attitude. Pourquoi est-ce que tu as essayé de prendre le pot de confiture dans le frigo alors que je te l'avais interdit? Pourquoi? Et l'enfant va peut-être répondre parce que j'en avais tellement envie, j'avais tellement envie de manger de la confiture. Et là, c'est l'occasion de lui expliquer, mais il y a 1 heure pour manger de la confiture, parce que si tu en manges à telle heure ou telle heure, c'est pas bon pour toi, et etc., etc. Et là, ça va ouvrir les portes de la causerie et de la communication familiale, au lieu juste de dire, écoute, c'est interdit de prendre le pot de confiture, et blanc, tu es puni, et blanc. Voilà. Et là, en fait, l'enfant n'a pas vraiment de réponse et n'a pas vraiment d'explication. Et je pense que c'est vrai que dans certaines familles, on a cette culture de dire l'enfant n'a pas à parler, Oui. l'enfant n'a pas à poser On de n'écoute pas questions. les enfants. On ne, voilà, et si on lui dit tu fais pas, ben il fait pas et puis c'est tout, il se tait. Alors que ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le meilleur moyen de fabriquer des rebelles. Oui. En fait, il faut apporter à l'enfant un espace de parole, un espace de questionnement et il faut apporter des réponses à ces questions. Moi, quand j'étais petite, il m'est arrivé souvent de me sentir extrêmement frustrée par la réponse, bah parce que c'est comme ça. Oui. C'est Voilà, horrible. toi aussi, je pense. Absolument. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une C'est vraie parce que c'est question jamais comme ça. et c'est jamais Il y comme a une ça. Donc, raison. on se retrouve face à une vraie question. Ce n'est pas insolent, c'est pas de l'insolence que de questionner. Au contraire, c'est le signe d'une intelligence, d'une activité intellectuelle intense chez l'enfant qu'il faut encourager et non pas décourager. Les enfants qui posent des questions sont des scientifiques, sont des ingénieurs. C'est vrai. Parce que ce sont les scientifiques et les ingénieurs qui se posent suffisamment de questions pour décrypter le monde et utiliser les réponses qu'ils ont trouvées pour inventer un autre Bien monde sûr. qui peut être meilleur et qui peut être plus praticable. Donc si on étouffe ça chez nos enfants, mais quel monde est-ce qu'ils vont nous proposer demain alors que nous allons leur laisser les rênes de nos pays, Et ils vont justement? surtout, on va surtout étouffer leur curiosité et ils ne peuvent pas poser des questions à leurs parents en qui ils ont confiance, mais ils vont prendre Absolument. l'habitude de ne pas, soit de ne plus poser de questions ou de ne même pas aller chercher des réponses. Et donc, ça arrête leur curiosité, arrête tout développement et toute invention possible. Et, euh, et ça me fait penser également que si on avait un doute sur le fait que les enfants soient des éponges, regardons-nous. Oui, On se retrouve toujours à un moment donné à faire exactement ce les que mêmes nos choses que parents faisaient faisaient. nos parents et des choses qu'on n'aimait pas d'ailleurs forcément, Oui, des choses qui nous énervaient, oui, etc. Mais nous devenons nos parents, nous oui, devenons notre maman, nous devenons notre papa, nous avons des traits de caractère et des choses que nous faisons qui ne sont même pas de l'ordre du gène, qui oui, sont juste de l'ordre du mimétisme, oui, c'est de ça. l'ordre on a copié Oui. parce que c'est ce que faisait, c'est comme tu dis la culture familiale. D'ailleurs, quand on vient d'une culture familiale qui est peut-être violente, où on n'a pas eu d'espace de parole, etc., il faut vraiment travailler à le casser. Mhm. Il faut vraiment se dire, bon voilà, ça c'était un autre temps, ce n'est pas être manquer de respect à ses parents que Du de tout. ne pas refaire ce qu'ils ont fait, Mhm. puisque le monde avance, le monde change, Bien et que sûr. nos parents nous ont élevés dans un certain contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et donc nous devons adapter l'éducation au monde d'aujourd'hui, à ce fameux Absolument. monde où quand on a parlé des écrans par exemple, on se disait justement les enfants aujourd'hui ils ont accès à des réponses ils peuvent poser des questions en fait à internet et ils ont accès à des réponses. Nous à notre génération on n'avait pas ça. Absolument. Et donc il faut adapter notre type d'éducation et de rapport à nos enfants aussi au monde dans lequel nous sommes. Merci Mariem. Tu as quelque chose à ajouter? Je crois que j'ai tout posé comme question comme Oui, ce tout que à j'avais. fait. Alors, Nous continuerons sûrement la discussion dans d'autres émissions pour l'approfondir, par exemple pour les adolescents, les préadolescents, etc. Tout etc. à fait. Mais nous invitons également
tous ceux qui nous écoutent à nous poser des questions s'ils en ont d'autres, peut-être un aspect de la question que nous n'avons pas abordé. Donc, Absolument. n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette 8e émission de l'éducation selon Mariem et Aïda, sponsorisée par BD Passion Dakar, bibliothèque, librairie, centre d'éveil et d'activités culturelles à Dakar. Merci Mariem. Merci, Aïda.